Il suffit parfois d'un mot pour raviver les mémoires, réveiller les peurs ou rallumer l'espoir. Panafricanisme. Pour certains, c'est un rêve d'unité, pour d'autres, une menace silencieuse. De l'Amérique aux Caraïbes, de l'Afrique à l'Europe, ce mot a traversé les siècles comme un cri de ralliement et une ligne rouge à ne pas franchir. Mais que signifie vraiment le panafricanisme? Qui l'a lancé? Et pourquoi fait-il encore peur aujourd'hui? Le panafricanisme n'est pas né dans un palais ou dans un parlement. Il est né dans l'exil, l'oppression et l'esclavage. Dès le XVIIIe siècle, alors que des millions d'Africains sont dispersés à travers les Amériques, certains commencent à penser l'Afrique comme un tout, une mer perdue qu'il faudrait retrouver. Ce sont les premières lueurs d'une idée simple mais révolutionnaire. Les descendants d'Afrique, où qu'ils soient, partagent une histoire commune et un destin lié. À la fin du XIXe siècle, cette pensée prend forme dans les esprits de figures comme Henry Sylvester Williams, un avocat de Trinidad qui organise le premier congrès panafricain à Londres en 1900. Il y réunit des intellectuels noirs venus d'Afrique, des Antilles, d'Amérique et d'Europe avec une ambition, réunir tous ceux qui ont à cœur les droits et la liberté des peuples africains. Ce moment est fondateur. C'est la première fois que des afro-descendants s'organisent à l'échelle internationale pour défendre les droits, l'unité et la dignité des peuples noirs. Ce n'est encore qu'une étincelle, mais bientôt, des voix puissantes vont faire de cette idée un véritable mouvement mondial. Une idée ne devient un mouvement que lorsqu'elle trouve des voix pour la porter. Et dans l'histoire du panafricanisme, ces voix ont été puissantes, audacieuses, parfois même dangereuses aux yeux de l'ordre établi. Le Jamaïcain Marcus Garvey est l'un des premiers à donner une forme populaire et internationale au rêve panafricain. Dans les années 1920, il forme l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, et appelle les Noirs du monde entier à s'unir autour d'un même drapeau, d'une même fierté et même d'un retour possible vers l'Afrique. Garvey prône l'autodétermination, l'indépendance économique et la fierté raciale. Son slogan est clair: One God, One Aim, One Destiny. En parallèle, W.E.B. Du Bois, intellectuel afro-américain et fondateur du NAACP, organise une série de congrès panafricains dans les années 1919 à 1945. Il milite pour les droits civiques aux États-Unis, mais aussi pour la décolonisation de l'Afrique, bien avant que celle-ci ne devienne une réalité. Et sur le continent africain, des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée, ou encore Patrice Lumumba au Congo, reprennent le flambeau dans les années 50 et 60. Pour eux, le panafricanisme n'est pas un idéal lointain. C'est une arme politique pour libérer l'Afrique du joug colonial. Leur objectif est clair: une Afrique unie, indépendante et forte, capable de peser sur la scène mondiale. Mais cette ambition n'allait pas plaire à tout le monde. Contrairement à ce que certains ont voulu faire croire, le panafricanisme n'est ni une revanche, ni un rejet des autres. C'est une réponse à une histoire de dispersion, de domination et de fracture. L'idée est simple, mais profonde. Rassembler ce qui a été divisé, reconnecter les fils d'un peuple dispersé à travers les continents. Pour les penseurs et les leaders panafricanistes, cette unité devait dépasser les discours. Il fallait qu'elle se traduise par des actes. Des nations africaines qui coopèrent entre elles, une jeunesse qui connaît son histoire, des liens forts entre l'Afrique et sa diaspora, une souveraineté retrouvée sur ses terres, ses sources et ses idées. Ils imaginaient une Afrique debout, forte d'elle-même, ouverte, mais jamais soumise, enracinée dans ses cultures, tout en étant tournée vers l'avenir. Car au fond, le panafricanisme n'est pas qu'un projet politique, c'est une réparation vivante, un chemin vers la dignité retrouvée. Mais cette vision, aussi noble soit-elle, a vite rencontré des murs. L'idée d'un continent africain uni, solidaire, souverain, c'est une idée qui a dérangé et qui dérange encore.
Très vite, les puissances coloniales comprennent qu'un mouvement panafricaniste fort pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Si les peuples africains s'unissent, s'ils coopèrent, s'ils s'émancipent vraiment, alors le pillage devient plus compliqué, le contrôle aussi. Des figures comme Kwame Nkrumah sont surveillées, affaiblies, parfois même renversées. Des indépendances sont accordées sur le papier, mais piégées dans des dépendances économiques ou militaires bien plus subtiles. À l'intérieur du continent, l'unité est aussi freinée par des divisions. Les frontières artificielles, conflits ethniques attisés, rivalités politiques alimentées de l'extérieur. Certains leaders africains, par peur de perdre le pouvoir ou par intérêt personnel, s'éloignent de l'idéal panafricaniste. L'union devient un mot creux, récupéré dans les discours, mais vidé de sa substance. Et dans les diasporas, l'assimilation forcée, la désinformation ou la méfiance freinent aussi les élans d'unité. Le rêve panafricain n'est pas mort, mais il a été saboté, infiltré et ralenti. Pourtant, il continue de circuler. Il renaît, mais autrement. Le panafricanisme n'a jamais disparu. Il s'est transformé. Il a changé de visage. Dans les rues de Dakar, les fresques murales crient la fierté africaine. À Accra, les jeunes entrepreneurs parlent d'un futur fait maison. À Paris ou Montréal, dans les rassemblements de la diaspora, le mot panafricain revient. Il ne fait plus peur, il rassemble. Aujourd'hui, le flambeau est repris par une nouvelle génération de voix puissantes. On pense à Kémi Séba, militant très médiatisé qui dénonce le néocolonialisme monétaire en Afrique de l'Ouest et plaide pour une souveraineté panafricaine totale. Aux États-Unis, le Dr Umar Johnson Ifatunde milite pour l'éducation des enfants afrodescendants et la reconstruction d'une identité noire décolonisée. Il insiste sur l'importance de l'histoire, de la langue et des valeurs africaines dans la Renaissance noire. Nathalie Yamb, surnommée la Dame de Sochi, est devenue l'une des voix contre la France-Afrique et le néocolonialisme. Et au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui osent parler d'unité, de souveraineté et d'affirmation sans compromis. Le panafricanisme se déploie aussi à travers les travaux d'intellectuels comme Achille Mbembe ou Felwine Sarr et dans l'action culturelle par des artistes et figures médiatiques qui valorisent l'héritage noir dans le monde entier. Il vit dans les musiques, les films, les créations afrofuturistes, les mouvements pour la restitution du patrimoine et les entreprises afrocentrées. Le mot panafricanisme devient plus qu'un mot. C'est un repère pour une jeunesse instruite, éveillée, connectée et fière. Une jeunesse qui ne rêve plus seulement d'une Afrique libre, mais d'une Afrique unie et forte. Le panafricanisme est en marche. Et si l'union fait peur, c'est peut-être parce qu'elle a le pouvoir de tout changer. Si cette histoire t'a appris quelque chose, abonne-toi, partage cette vidéo et laisse un like pour soutenir Afro Héritage.